Pour l'heure, je vous propose d'installer mes tout premiers invités dans cette matinale. Nous parlerons donc de santé avec les surdités de l'enfance. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Angela Peja et son invité s'installent tout de suite. Nous sommes bien mardi, vous le savez, c'est le 2 mars 2021, c'est le mardi de l'environnement, je vous le disais, le mardi où nous nous intéressons aux questions liées donc à notre santé, à la santé de nos enfants, à la santé donc de toutes et de tous. Et ce matin, avec Angela Peja et son invité, on évoque donc les surdités de l'enfance. C'est bien cela. Bonjour Angela. Bonjour Ricardo, vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va bien, merci. Très heureuse de vous retrouver comme d'habitude ce matin, mesdames, messieurs, en prélude donc à la journée mondiale de l'audition qui se célèbre les 3 mars. Nous allons aujourd'hui encore nous occuper de nos oreilles, mesdames, messieurs. Donc bonjour, bon réveil à vous tous, merci d'être avec nous. Bonjour docteur Alexis Dos Santos Zuno, médecin ORL. Vous êtes en fait militaire, donc un médecin militaire, colonel, et vous exercez à l'hôpital d'instruction des armées HIA de Cotonou. Merci de Bonjour votre... Madame Angela, bonjour à tous. Merci d'être fidèle, enfin, merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, quand on parle d'oreille, tout le monde le sait, elle sert à entendre, mais pour le médecin ORL que vous êtes, peut-être que l'oreille a d'autres fonctions. Oui, absolument. La fonction la mieux connue pour l'oreille, c'est l'audition. C'est très important. Mais également, l'oreille s'occupe de l'équilibration. C'est les deux grandes fonctions. Donc, entendre et aussi se maintenir en équilibre. Parce que lorsqu'il y a des troubles de l'équilibre, on peut avoir des vertiges. C'est ce qu'on dit habituellement, des vertiges, la tête tourne. Et ça peut être très difficile de se maintenir debout. Ah, d'accord. Il y a des gens qui comprennent bien ça. Quand ça tourne, ils s'agrippent, ils se couchent. Quelquefois, même en position couchée, on sent que tout tourne autour. Et c'est une sensation très désagréable qui peut justement être liée à un problème de l'oreille. Oui. Alors, quand on parle d'oreille également, ce que nous voyons, c'est ce pavillon-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'oreille ? Alors, l'oreille, c'est vrai. Le pavillon qu'on voit, c'est la partie externe, c'est ce qu'on voit directement. L'oreille, en fait, a 3 parties. Il y a l'oreille externe qu'on voit, et le pavillon, également le conduit dans lequel on peut mettre le doigt, on peut mettre à tort des cotons-tiges. Et justement, à tort des cotons-tiges, c'est une habitude que tout le monde devrait arrêter de pratiquer, on en reviendra. Parlera tout à l'heure. Et donc ça, c'est l'oreille externe, puis il y a l'oreille. Vous voyez, ce conduit-là se termine, est fermé par le tympan. Et justement, à partir du tympan, c'est l'oreille moyenne. Et plus en profondeur encore, nous avons l'oreille interne, cette partie interne qui s'occupe justement de l'équilibration. Ce n'est que la partie interne qui s'occupe de l'équilibration, alors que les 3 parties sont impliquées dans l'audition. Ok. Donc, c'est le tympan, effectivement, qui nous permet d'entendre, c'est ça? Bon, pour l'audition, c'est les 3 parties, parce que déjà, au niveau du pavillon, c'est-à-dire la partie que je regarde en vous regardant, déjà, le pavillon capte les sons. Déjà, c'est par là, ça commence. Donc, c'est déjà une composante de l'audition. Les 3 parties de l'oreille servent à l'audition. Le pavillon capte les sons, les envoie par ce conduit, le méa acoustique, vers le tympan, et donc les sons font vibrer le tympan. Et puis ces vibrations sont transmises à des petits osselets au niveau de l'oreille moyenne et jusqu'à l'oreille interne. On parle souvent de surdité. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait un de vos collègues qui nous a parlé de la surdité congénitale. Donc, on parle de surdité en général, mais on parle également de baisse de l'audition. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Vous allez nous expliquer. Oui, en fait, prenez-les comme des synonymes. On parle de baisse de l'audition, on parle de déficience auditive, on parle d'hypoacousie, on parle de surdité, tout ça, ça signifie la même chose. Et quoi, en fait? Quel que soit ce que ça signifie que le patient, le sujet,
entend moins bien qu'un sujet normal entendant. Donc, il entend moins bien, il faut quantifier la profondeur. Justement, quand on dit surdité, certains prennent ça comme quelqu'un qui n'entend plus rien du tout. Oui, c'est ce que je pensais. Justement, dès qu'on a une surdité, il faut quantifier la profondeur. Une surdité peut être légère. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va quand même continuer à discuter, à parler, mais il entend moins bien. La surdité peut être moyenne, peut être sévère, peut être profonde. Et à un stade terminal, une cophose, on dit en termes techniques, le sujet n'entend plus rien du tout. Plus rien du tout. Ça, c'est une cophose. Donc, de toute façon, si vous n'entendez pas bien, c'est important de venir à l'hôpital. Nous, on fait des tests, en l'occurrence l'audiométrie, peut-être on y reviendra. Donc, ces tests permettent de savoir la profondeur de votre surdité pour classer et savoir quel traitement vous donner compte tenu de cette profondeur et de la cause. Aujourd'hui, on parle de la surdité de l'enfance ou de la surdité en général. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques pour nous montrer, pour nous faire percevoir l'ampleur de la situation ou tout au moins la fréquence de cette pathologie-là en Absolument. C'est une pathologie très, très fréquente. Au plan mondial, il représente 5% de la population. 5% de la population mondiale a un problème de surdité handicapante. Donc, ça fait à peu près 34. Parmi cette population sourde, il y a 34 millions d'enfants. Donc, surdité de l'enfant, c'est quelque chose quand même de spécifique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que d'ici 2050, une personne sur 10 sera sourde. C'est-à-dire, non seulement c'est un sujet très, très important, mais également la prévalence, c'est-à-dire le nombre, la fréquence de cette affection, s'agrandit. Donc, c'est vraiment important d'en parler et de la prévenir, d'essayer de prendre des précautions pour freiner ce fléau. Mais pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait ces prévisions-là? Quelles sont les causes? Pourquoi c'est aussi préoccupant? Oui, ils font la prévision parce qu'eux, ils voient la courbe d'évolution. Oui. Quand vous voyez la fréquence, il y a 10 ans, il y a 5 ans, la fréquence annuelle, vous pouvez essayer de prédire que si rien n'est fait, d'ici 10 ans... Oui, mais est-ce qu'il y a des facteurs dans notre environnement qui exposent à ces pathologies-là? Absolument, et c'est là tout l'intérêt de l'émission, parce que c'est une affection qu'on peut prévenir, c'est ça. La semaine passée, professeur Vaudrey Ulrich, que je salue au passage, vous a parlé de la surdité congénitale, c'est-à-dire celle-là qui est présente déjà à l'accouchement. Et il a insisté sur la prise en charge des infections, du suivi en fait de la grossesse. Donc c'est très important, je rappelle juste rapidement, le suivi de la grossesse, c'est fondamental pour éviter justement ces affections, les infections qui peuvent créer cette surdité à la naissance. Aujourd'hui, on parle de surdité de l'enfant. Je voulais rappeler également la part infectieuse, les otites, les problèmes d'otite, les problèmes d'infection. Et donc, la prévention, c'est quoi? C'est de faire une consultation, de ne pas négliger une infection de l'oreille. L'oreille coule, l'oreille fait mal. Il faut pouvoir venir prendre des soins adéquats. Sinon, ça peut après laisser des surdité comme séquelles. Et une fois que la surdité est déjà installée, et c'est plus difficile à prendre en charge. Donc les problèmes d'infection, c'est très important. Mais les problèmes de nuisance sonore, puisqu'on parle des jeunes, malheureusement, beaucoup d'entre eux se laissent à des bruits qui finissent par endommager leur audition. Vraiment, je recommande aux jeunes, ceux qui se baladent en casque, et ils sont sous des musiques assourdissantes et à longueur de journée. Ils sont en train de mettre à mal leur audition, leurs oreilles. Et quand je parle de nuisances sonores, il y a certaines professions également qui sont concernées, qui sont exposées. Ceux qui travaillent dans des boîtes de nuit, vous imaginez, ils ont besoin, ou des professionnels de la musique. Il y a certaines professions, ceux qui travaillent dans des industries, qui ont besoin d'une prévention encore plus poussée. Et
Et vous savez, à propos de la pollution sonore dans notre pays, il y a quand même cette police environnementale qui oui, devrait justement. lutter contre ça, mais on voit quand même que dans les agglomérations à côté des maisons, il y a des bars. Et j'ai même eu des plaintes du genre où, à côté de certaines maisons où il y avait des bars, les mamans, enfin les adultes sont devenus sourds. C'est ça, c'est ça. Normalement, ces bars doivent avoir des murs insonorisés pour que le son ne diffuse pas. Et donc, c'est seulement ceux qui y entrent qui sont soumis à ça. Alors, la police environnementale fait quand même de gros efforts dans ce sens-là. Si vous avez des plaintes, c'est bien de les contacter. Cette dame-là, elle est allée jusqu'au tribunal, hein, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu gain de cause et elle a un appareil. Oui, oui, quand la surdité est déjà installée, et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est les prothèses auditives qui règlent. Même si dans quelques cas, on peut opérer, beaucoup de cas, c'est les prothèses auditives. Donc, oui. Donc, finalement, on a la pollution sonore, Oui. on a les infections. À part ça, Oui, alors, on a même des médicaments. Il y a des médicaments autotoxiques. C'est pour ça que l'automédication doit être proscrite. La population n'a pas à savoir qu'est-ce qui est diurétique qui peuvent créer des problèmes d'audition, qu'est-ce qui est, même des antibiotiques du genre gentamicine, des aminosides peuvent créer, même des antipaludéens, voilà, ça c'est beaucoup plus fréquent. Oui, ça c'est très fréquent. À l'époque, quand on prenait la quinine, voilà. Il n'est pas rare d'avoir des boudonnements, voilà. Oui, justement, donc c'est important de maîtriser les doses. Et c'est important, c'est pas parce que j'ai le corps chaud, je commence à avaler de la quinine, ça peut être dangereux pour l'audition. Donc, sincèrement, un mot que je lance à l'endroit de la population, ça ne vous arrange pas l'automédication. Déjà, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit de telle ou telle affection. On dit, j'ai le corps chaud, c'est le palu et j'avale des médicaments. Attention, l'un des dangers, justement, c'est l'audition que vous pouvez perdre progressivement. On parle de surdité de l'enfance. Peut-être qu'il en existe plusieurs, hein, puisque la dernière fois, on a déjà parlé des surdités congénitales. Oui. S'il n'y a pas d'autres alors, une autre rubrique très importante, c'est la surdité qu'on a chez le sujet âgé. Ça s'appelle presbyacousie. Et c'est un sujet très, très fréquent du fait que nous avons une population vieillissante. Et c'est une bonne chose que nous puissions vivre un peu plus longtemps. Je ne sais pas si des gens souhaitent s'en aller tôt. Jamais. Donc, nous tous, nous voulons rester plus longtemps. Mais quand on reste plus longtemps... À quel moment vous voulez partir? Moi, j'ai encore plus de 60 ans. Moi, je demande toujours 95. Et je serai encore vous en aurez 96 alors. Amen. C'est important, une partie importante, c'est la presbyacousie. Cette surdité qui est liée simplement au vieillissement de l'oreille, au système acoustique, et donc qui s'installe progressivement, qui est irréversible malheureusement. À partir de 50 ans déjà, on peut le sentir. Ce n'est pas forcément 96 ans. Donc, on commence à... Au départ, vous commencez à ne plus bien entendre certains sons. Vous vous rendez compte que, quand il pleut, par exemple, vous ne sentez plus vraiment les gouttes d'eau taper sur le toit de votre maison, alors que vous sentiez ça. Et quelquefois, les gouttes d'eau qui dans le seau à la douche, vous sentiez que le robinet n'est pas fermé correctement. Mais ces petits sons, le brasseur d'air qui tourne, ces petits sons, justement, vous commencez à les perdre. Et c'est là les premiers signes d'alerte pour la presbyacousie. C'est là il faut agir. Les premiers signes, les premiers sons. Vous avez senti que dans des conversations en groupe, mais vous percevez moins bien ce qui se dit. À Cuba. Et donc, à ce niveau déjà, il faut venir, on va essayer de faire des tests d'audition pour savoir où vous en êtes et appareiller et un peu comme les la yeux dégradation. Quand on prend de l'âge, on perd les cellules voilà, nerveuses. c'est ça. C'est de la même manière C'est de la même manière que ici ça vieillit, c'est ça? C'est de la même manière, mais sachez que la perte de l'audition est beaucoup plus fréquente que la perte de la vue. Les gens connaissent beaucoup plus la cécité, mais la surdité est classée au 3e rang des handicaps sensoriels. 3e rang.
alors que la cécité que vous évoquez est au 5e rang. Donc, vraiment, c'est important, c'est fréquent. Et chez nos personnes âgées, ici, encore, nous avons des sociétés unies, on vit avec les personnes âgées. Nous devons faire attention à ces signes pour... Cela dit, vous avez parlé des signes chez les personnes âgées, oui. Mais chez l'enfant, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, voilà. Quels sont les signes d'appel? Alors, chez l'enfant, je voudrais donner un message particulier aux éducateurs, en particulier les enseignants, parce qu'ils passent beaucoup de temps avec ces enfants, en l'occurrence à l'école et dans les centres d'apprentissage, et ils peuvent déjà déceler. Un enfant qui n'entend pas bien, les premiers signes, c'est qu'il ne pourra pas se concentrer. En fait, on parle, comme il n'entend pas bien, il va être distrait plus facilement, il va être agité, il va avoir de mauvais rendements. Et donc, c'est autant de signes d'alerte qu'il faut que l'enseignant décèle pour demander une consultation médicale. Donc, vous allez voir un enfant, pendant que vous faites le cours, pendant que vous l'interpellez, il est préoccupé par autre chose, il est distrait, il bavarde. Chers enseignants, ce n'est pas des enfants seulement à chicoter. Parce que quelquefois on dit l'enfant, il est indiscipliné, il n'est pas correct. Non, ce n'est pas seulement de sanctions il a besoin, il a également besoin d'un avis médical pour s'assurer qu'il voit bien, qu'il entend bien et qu'il a toutes les ressources pour bien vous suivre. Et c'est en cela qu'on va l'accompagner pour bien suivre. Vous parlez des éducateurs, mais à la maison, maman ou papa, oui, pareil, à quoi maman et papa doivent rester alors c'est pareil. Déjà, ils doivent, les mêmes signes que l'éducateur va sentir, c'est-à-dire l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer. Vous voyez, un travail simple que vous lui demandez, allez, va recopier ce test, il saute des mots. Il n'arrive pas à se concentrer. Vous voyez, ça commence par l'audition, mais ça peut envahir parce le langage. Tout son comportement peut être affecté. Et justement, si cette hypoacousie est installée, cette surdité, excusez-moi, c'est des synonymes, est installée avant l'acquisition du langage, c'est un enfant qui ne va pas vite parler. Il peut même bégayer, non? Ça peut être, non, il ne va pas bégayer. Bégayer, c'est un autre trouble. Bégayer, c'est un autre trouble. Ça, c'est un trouble d'articulation du langage. Mais ici, de quoi il s'agit, c'est plutôt quelqu'un qui n'entend pas bien, qui ne pourra pas bien parler. Vous voyez, vous connaissez Tarzan, je ne sais pas s'il a existé. Mais en fait, je ne sais pas s'il a existé. Mais un enfant qui est né, et depuis sa naissance, par exemple, on l'extrait du monde humain, qui n'entend pas les humains parler, ne pourra pas parler. Et l'exemple de Tarzan, comme on dit, alors qu'il n'a pas de problème d'audition, mais comme il n'a pas entendu des humains parler, il ne pourra pas s'exprimer comme un humain. Donc, de la même manière, si un humain est là, chez son papa, sa maman, mais il n'entend pas bien parler, il ne pourra pas bien s'exprimer. Ok, on va faire une petite extrapolation pour rappeler l'enfant, le bébé. Oui. À quoi le parent, la maman reste attentif pour... Alors, quand on revient au stade de bébé, une première recommandation, c'est les vaccinations. Vous savez, beaucoup d'infections peuvent créer une déficience auditive, une baisse de l'audition. Et le programme élargi de vaccination, donc les parents n'ont qu'à faire. Dès que l'enfant a un souci, il faut une consultation médicale, pas d'automédication. Il faut faire les vaccinations en bonne et due forme. Et après, il faut suivre son enfant. Si vous avez l'impression que l'enfant se fait répéter les choses, il faut pouvoir vous rassurer qu'il entend bien. Si vous voyez que l'enfant est très agité, ça c'est des choses que le parent peut voir, peut suivre. D'accord? Si l'enfant ne balbutie pas. Oui, alors il ne faut pas attendre ce stade. Parce que déjà, le bégaiement n'est pas directement lié à une hypoacousie. L'enfant peut très bien entendre et bégayer. C'est un trouble de l'articulation du langage qui peut être totalement distinct des problèmes d'audition. Par contre, un retard d'acquisition du langage est un signe. L'enfant, jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans,
et ne prononce pas papa, maman, et ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter et on doit se rapprocher des agents de santé. On a parlé des symptômes, on a parlé aussi des causes. Oui. Maintenant, on va parler de comment on soigne tout ça. Alors, comment on soigne, étant donné que les suddités n'ont pas la même cause, c'est les mesures de prévention. C'est vraiment la prévention qui est plus importante dans le traitement. Dans la prise en charge, c'est vrai. Dans la prise en charge curative, venez à l'hôpital, en gros, il y a des causes curables, par exemple les infections. Et il y en a beaucoup, c'est une part importante chez nous. Et donc, le traitement existe et ce n'est pas le lieu de... Mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine des infections? Les microbes. Quand on parle d'infection, c'est que c'est des microbes qui ont attaqué l'oreille. Et donc, c'est important qu'on parle de l'auto-nettoyage, de l'hygiène de l'oreille. Voilà. Allons-y. Parce que Alors, l'hygiène de l'oreille, première chose à dire, jamais de coton-tige dans l'oreille. Les tiges coton qu'on met... Ça, jamais. Absolument. Regardez ça. Et j'espère que c'est pour démontrer, pour montrer c'est pour ce qu'il ne faut pas faire. En plus, il y en a de différentes sortes. Il y a les gros, là, les bâtonnets qui ont de gros cotons au bout. Rien ne doit être utilisé. L'oreille s'auto-nettoie. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre un tige coton dans l'oreille. Quand je le dis souvent, on me demande, mais quand ça gratte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, c'est pendant qu'on nettoie que ça va encore plus gratter. Donc, quand ça gratte, il ne faut surtout pas nettoyer. Parce que je vais vous expliquer. Dans le conduit d'oreille, il y a un cérumen. Le cérumen, c'est de la cire. C'est une substance graisseuse, huileuse, qui est là pour lubrifier, pour protéger la peau du conduit auditif externe, la peau de ce tuyau qui relie jusqu'au tympan. Alors, quand vous mettez des cotons dedans, il ramasse cette protection, le cérumen. Et le coton revient sale et vous êtes content. Vous avez nettoyé votre oreille. Mais c'est ça la calamité parce que en enlevant le cérumen, vous détruisez d'abord le cycle d'auto-nettoyage de l'oreille. L'oreille devient paresseuse parce que normalement, l'oreille sécrète le cérumen et puis le cérumen vieillit, s'extériorise, elle dit sort au fur et à mesure que notre cérumen est sécrété par ces cellules-là. Mais lorsque vous enlevez, vous empêchez, vous détruisez ce cycle d'auto-nettoyage, l'oreille devient paresseuse. Non, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas... Et c'est vous qui créez un bouchon de cérumen. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher quand même, après, quand ça s'extériorise, d'enlever. Alors, puisque c'est vous pour dites ça que... qu'il n'y a rien qui doit y aller, mais quand Absolument. c'est à l'extérieur, c'est il faut nettoyer. Oui. Alors, le nettoyage de l'oreille, c'est à recommander, mais comment? D'accord. Jamais avec coton-tige. Comment ça doit se faire? Quand vous finissez de prendre votre bain, par exemple, utilisez votre serviette et votre doigt. Rien de plus. La serviette et le doigt. Prenez même pas les cotons-tiges à bout gros là dont je parlais. Le doigt, prenez même le doigt le plus gros. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à aller en profondeur. L'essentiel, avec votre doigt et la serviette... Et quand je prends le bout de mon bic, je fais ça... Non, rien ne doit rentrer. La plume et je... Parce que quand vous perturbez là-bas, il y a le risque traumatique déjà. Parce que pendant que vous êtes en train de faire, il suffit qu'une abeille, vous aimez les abeilles? Il suffit de quelque chose d'inhabituel, vous pouvez faire un geste brusque. Il suffit que votre enfant vienne se jeter contre vous, et vous ferez un geste brusque, vous pouvez perforer le tympan. Moi, ça m'est arrivé. J'avais mis le pain à queue. Vous connaissez le pain à queue, non? Oui. Que les femmes utilisent là. J'étais tout simplement en train de me gratter. Et puis, je passe, en fait, dans un couloir. Et malencontreusement, je pousse. Et puis, voilà. Et quand les dégâts sont causés, la prise en charge est chère. D'accord. Sous nos cieux, nous n'avons pas tous les moyens de prendre en charge. C'est pour ça vraiment que nous insistons sur la prévention. La prévention et la prévention. Le traitement, ça peut être médicamenteux, vous avez compris. Il y a des affections comme des otites, on peut y revenir, qu'on peut traiter avec des médicaments et c'est traité. Il y a la chirurgie. Malheureusement, le plateau technique est très faible. Il y a les prothèses, c'est-à-dire
C'est comme des lunettes pour les oreilles qu'on place et leur rôle, c'est d'amplifier le son. Voilà. Donc, globalement, voilà les 3 mesures de prévention, de traitement, de prise en charge. Je sais que vous avez encore énormément à dire, mais nous sommes presque à la fin. On va quand même finir avec le thème de la journée de demain. C'est quel thème? Alors, demain, c'est le 3 mars. C'est la journée mondiale de l'audition. Et donc, c'est le lieu de rappeler tout ce qui est hygiène de l'oreille, de rappeler la prévention de l'oreille, des problèmes de l'oreille. Donc, c'est dénommé Journée mondiale de l'audition. Il n'y a pas un thème qui a été retenu pour célébrer cette journée-là? Il y a plusieurs groupes de thèmes. Il n'y a pas un thème sur le plan mondial. Et Nous vous, sommes ici? regroupés au sein du GRSB. C'est un groupe de recherche et d'études et de recherche sur l'audition au Bénin. Et donc, notre rôle, c'est de prendre en charge. Nous avons un grand webinaire que nous préparons sur la surdité. On parlera particulièrement des surdité congénitales, mais la surdité de l'enfant en général, parce que l'enfant, c'est dès l'enfance qu'il faut prendre les bonnes habitudes. On a parlé des nuisances sonores et on n'a pas eu le temps de parler des festivités, les agores, où les gens vont exposer leurs oreilles. Bref, demain, on aura l'occasion de revenir sur tous ces aspects-là. Vous allez nous refuser de faire agore encore? Franchement, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de la vie? Alors, si on doit adopter toutes ces restrictions avec Covid aussi qui nous embête déjà. Restez à l'écart des baffes. N'allez pas vous installer à côté des haut-parleurs. Même à l'église, attention, ce n'est pas seulement les lieux de fête. Ne restez pas juste à côté des baffes parce que vous recevez toute la décharge dans vos oreilles. Attention, il peut y avoir des nuisances, même immédiates. Vous allez à l'église pendant 2 heures. Juste, vous pouvez en même temps avoir des problèmes d'audition ou des acouphènes, des bruits bizarres, des bourdonnements, et c'est déjà le point de départ. La prévention vaut mieux. C'est ça. Mesdames, Messieurs, bon. C'est assez clair. Hein? Oui. Et j'espère que vous allez mieux entretenir vos oreilles à partir de cet instant. Demain, c'est donc la journée mondiale de l'audition. Essayez donc de suivre nos conseils. Merci beaucoup, mon colonel. Je peux vous appeler ainsi. Merci, madame. Alexis Dos Santos Zounon. Pardon. Oui. Plus jamais de tige coton dans les oreilles. C'est ce qu'il faut retenir. Avouez que c'est intéressant quand même, ça procure un énorme plaisir. Allez, plus de tige coton dans les oreilles, c'est terminé. Il faut laisser les oreilles se nettoyer. Et quand vous avez de l'eau dedans, parce que quand on va chez la coiffeuse, souvent, ou même chez le coiffeur... Ça finira par sortir. Ça va sortir. Ce tuyau est fermé par le tympan et donc l'eau va ressortir. Et si vous sentez de l'eau, quelquefois il n'y a pas de l'eau, mais on a l'impression qu'il y a de l'eau, c'est des signes qui peuvent nécessiter une consultation. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Alexis Dos Santos, colonel de l'armée. Merci d'être Merci passé. à vous. Merci, Angela Peidia, pour toutes ces précisions. Vous l'avez entendu, plus de tige coton dans les oreilles. C'est terminé. Bon, merci, docteur. À très bientôt. Merci.